Le Fils du ciel éternel. Prologue. La steppe n'oublie rien. Le vent soufflait sur les herbes infinies comme une mer sans rivage. Au loin, les montagnes du Khenti se dressaient, bleues et silencieuses, gardiennes des secrets des hommes. On disait que le ciel éternel choisissait ses élus dans la solitude. Cette nuit-là, sous une voûte d'étoiles glacées, un enfant vint au monde, près des sources de l'Ono. Son père, Yesugai, chef du clan des Borjiguin, contempla le nouveau-né et resta figé. Dans la petite main du garçon, serrée contre sa paume, encore rouge de naissance, se trouvait un caillot de sang. « Il tiendra le monde », murmura-t-il. « Il tiendra le monde comme cela. » On lui donna le nom de Temujin. Chapitre 1. L'enfant abandonné. La steppe n'est pas tendre avec les faibles. Temujin n'avait pas 10 ans lorsque son père mourut empoisonné par un clan rival. En un instant, la protection du chef disparut et les alliés se dispersèrent comme des corbeaux effrayés. La tribu abandonna la veuve et ses enfants. Ils survécurent en mangeant des racines, des baies, parfois des marmottes. Les hivers mordaient la peau jusqu'à l'os. La faim rendait les frères silencieux. La honte brûlait plus fort que le froid. Un jour, un clan ennemi captura Temujin et l'enferma dans un carcan de bois. On l'exhiba comme un trophée, comme un animal dompté. Mais la steppe aime les cœurs indomptables. Une nuit, profitant de l'ombre et d'un gardien distrait, le garçon s'échappa. Il plongea dans la rivière glacée, respira à peine et laissa le courant le dissimuler. Il comprit alors une vérité qui ne le quitterait plus. On ne survit pas par la force seule, mais par la ruse, la patience et la loyauté. Chapitre 2. Frère de sang. À l'adolescence, Temujin retrouva Jamuka, un ami d'enfance. Ils jurèrent fraternité éternelle selon l'antique rite. Partager le lait, échanger des présents, mêler leur destin. Pourtant, la steppe ne peut contenir 2 soleils. Temujin n'était pas né pour être second. Il brisait les anciennes hiérarchies. Il offrait des postes aux hommes de talent, même s'ils étaient d'origine modeste. Il récompensait la fidélité, non la naissance. Les clans le suivaient. Jamuka, lui, défendait l'ordre ancien. L'amitié se mua en rivalité, la rivalité en guerre. Lorsque Temujin vainquit enfin son ancien frère, il pleura. Mais il n'hésita pas. La steppe exige des décisions que les cœurs fragiles ne peuvent porter. Chapitre 3. Celui que le ciel a choisi. En 1206, au bord de l'Onon, les chefs mongols se rassemblèrent. Les tentes blanches s'alignaient à perte de vue. Les chevaux piaffaient, les chamans invoquaient Tengri, le ciel éternel. On éleva Temujin sur un feutre blanc, symbole sacré. On lui donna un nouveau nom, Genghis Khan, souverain universel. Il ne dirigeait plus un clan, il dirigeait un peuple. Chapitre 4. Le tonnerre venu des plaines. Les armées mongoles ne ressemblaient à aucune autre. Rapides, silencieuses, disciplinées. Chaque guerrier pouvait tirer à l'arc au galop, se nourrir de son cheval, parcourir des distances impossibles. Les messages circulaient grâce à un réseau de relais unique au monde. Les cités du royaume des Jin tombèrent, puis ce fut sous le tour de l'Asie centrale. À Bukhara, Genghis Khan entra dans la grande mosquée et déclara
Je suis le fléau de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé contre vous un châtiment tel que moi. Était-ce arrogance ou conviction? Même ses plus proches compagnons ne savaient plus. Chapitre 5. L'homme derrière le conquérant. Il aimait la chasse. Il respectait les chamans. Il protégeait les marchands et garantissait la liberté religieuse dans son empire. Mais il pouvait aussi raser des villes entières si elles résistaient. Il croyait en l'ordre, un ordre forgé par la peur. Sous son règne, les routes commerciales s'ouvrirent. L'Orient et l'Occident échangèrent davantage que jamais. Des savants, des artisans, des médecins circulèrent à travers les steppes. L'Empire s'étendait de la mer Jaune aux portes de l'Europe. Chapitre 6. Le dernier horizon. En 1127, lors d'une campagne contre le royaume Tangout, Gengis Khan tomba malade après une chute de cheval, ou peut-être était-ce une blessure plus grave. Les récits divergent. Il sentit la fin approcher. Il demanda que son corps soit ramené vers sa terre natale, sans faste, sans monument. « Que ma tombe soit cachée, dit-il, que seule la steppe se souvienne, et la steppe, fidèle, garde encore son secret. » Épilogue. On raconte que son cortège funéraire effaça toute trace derrière lui, que des chevaux piétinèrent de la terre, que nul ne sut jamais où il fut déposé. Peut-être repose-t-il sous une montagne sacrée, peut-être sous une plaine balayée par le vent. Mais son héritage, lui, ne fut jamais enseveli. L'empire mongol devint le plus vaste empire continental de l'histoire. Et, quelque part dans l'herbe infinie, le vent murmure encore le nom de l'enfant né avec un caillot de sang dans la main.